régime, il n'est peut-être même pas persuadé lui-même. Lui-même pense peut-être que donner une statine, ça sera quand même bien plus efficace. Donc voilà, il y a une question d'information des malades et des médecins. Le quatrième point, c'est qu'il y a un manque d'adhésion des malades et des médecins à des thérapies qui, évidemment, n'agissent pas aussi vite. Si vous voulez un résultat immédiat, c'est plus facile de prescrire du Crestor que de donner un régime et de demander à la personne d'aller faire du vélo. Donc, c'est vrai que dans une société où on veut aller vite, le résultat immédiat, le résultat visible, c'est celui qui est préféré à la fois par les médecins et par les patients. Puis il y a un dernier facteur qu'on avait souligné, c'est le facteur économique, parce que, pour le faire simple, le Crestor est remboursé, pas les chaussures Nike. Donc voilà, quelquefois il y a un blocage d'ordre financier au fait qu'il faille aller faire du sport, qu'il faille aller acheter un vélo, des choses comme ça. Ça a l'air de rien, mais c'était aussi un facteur de blocage. Alors j'en viens à quelques exemples de médicaments trop prescrits. Une fois qu'on a fait une ordonnance, il y a certaines ordonnances qui sont... Je ne parle même pas des ordonnances où il y a plus de 10 médicaments chez les personnes âgées, je parle simplement de quelques exemples que vous connaissez tous. Pour les antibiotiques, je n'en dis rien, si ce n'est qu'on voit bien qu'une campagne médiatique nationale relayée par les grands médias audiovisuels, ça marche. Les antibiotiques, c'est pas automatique, ça a marché. Simplement, ça a marché 2 ans. Au bout de 2 ans, c'est reparti exactement. Donc voilà, la campagne médiatique, ça marche, mais c'est pas suffisant. Alors les statines, bon, on en parle de temps en temps quand Philippe Bévin a besoin de passer à la télévision, mais il dit des choses excessives, mais il dit quand même quelquefois des choses qui ne sont pas fausses. Il dit des choses excessives quand il dit que le cholestérol, ça n'a jamais été l'objet à cause d'une pathologie. Il dit des choses vraies quand il dit qu'on prescrit trop de statines en France. Donc nous-mêmes, nous avions fait une évaluation en juillet 2010 sur le traitement des hypercholestérolémie et on avait d'une part reprécisé les indications en disant qu'il fallait prescrire en prévention secondaire après un accident vasculaire cérébral, que là ça améliorait l'espérance de vie et ça diminuait la fréquence des accidents, des nouveaux accidents cardiovasculaires. Et d'autre part, en prévention primaire, il ne fallait pas la faire s'il n'y avait pas de facteurs de risque associés. Donc il y a certainement un grand nombre de prescriptions qui ne sont pas justifiées. Par ailleurs, on avait fait une étude médico-économique pour dire que le dernier, le plus beau et le plus cher, n'apportait en coût-efficacité rien par rapport aux plus anciens. Benzodiazépine, qui est le troisième thème sur lequel on a beaucoup travaillé, dès 2007, on avait fait notre première publication pour expliquer comment arrêter un traitement par benzodiazépine prolongé, essentiellement chez les personnes qui voulaient le prendre pour une insomnie, pour dormir. Donc, ça n'a été suivi d'aucun effet. Actuellement, 20% des sujets de plus de 65 ans consomment des benzodiazépines de façon chronique, et pas forcément dans le cadre d'une pathologie, avec le risque d'effets secondaires que vous connaissez tous, notamment le risque de chute, et puis qu'on connaît de manière plus récente, c'est-à-dire l'augmentation de fréquence des démences de type Alzheimer chez les personnes qui prennent des benzodiazépines prolongées. Donc nous avons mené de nombreuses actions, y compris en septembre 2012, une action de presse aussi, mais pas avec les moyens d'assurance maladie, donc elle n'a pas eu le même retentissement. Bon, on a mis en place un programme qu'on a appelé AMI, Alerte Maîtrise de Iatrogénie, notamment dans les établissements de santé et les établissements médico-sociaux. Bon, on a un petit succès, si on regarde cette courbe. Alors, évidemment, la France, c'est le jaune dans le jaune main. Il y a une petite diminution de la prescription des anxiolytiques. Bon, mais on reste quand même en haut du tableau. Vous ne la voyez pas, la diminution. Là, il y a un peu. C'est le jaune, c'est la jaune. Je vais faire en rouge la prochaine fois. Bon, alors, ceux qui prennent le plus d'anxiolytiques, vous avez vu que c'est les Portugais. Mais bon, on en prend beaucoup plus que dans la majorité des pays européens, et les progrès sont quand même vraiment minimaux. Enfin, concernant les médicaments, une autre particularité des médecins en général, en France en particulier,
c'est qu'ils ont tendance à prendre le plus récent, le plus soi-disant innovant, qui est forcément le plus cher. Alors, souvent, comme vous savez, ces médicaments sont mis sur le marché par les firmes pharmaceutiques pour contourner la générification de leurs produits antérieurs. Ils arrivent généralement à montrer un petit bénéfice qui fait qu'ils ont l'autorisation de mise sur le marché. Ils sont admis au remboursement. Normalement, s'ils sont égaux, ils devraient être moins chers, mais souvent, ils sont quand même plus chers. Et donc, on a de nombreux exemples sur lesquels la HAS est intervenue, qui ont quelquefois fait scandale pour des raisons de sécurité. Les pilules de troisième génération, on avait dit dès 2008 que les pilules de troisième génération devaient être réservées à la seconde prescription, parce qu'elles n'apportaient rien par rapport aux deuxième génération, et qu'elles entraînaient plus d'accidents thromboemboliques. Plus elles étaient plus chères, c'est surtout les spécialistes qui les prescrivaient, plus que les généralistes. Alors pourquoi ces prescriptions? Les causes sont multiples. La première, c'est qu'un spécialiste, il aime bien montrer qu'il est au courant des nouveautés. C'est normal. Donc, bon, il y a un nouveau produit, madame, je vais vous le donner. La deuxième, c'est que dans le corps médical, mais surtout dans les médecins, il reste encore beaucoup de réticence vis-à-vis des génériques. Et quand vous avez le choix entre un générique et un nouveau produit, le patient, quelquefois, mais le médecin aussi, préfère donner le nouveau produit que le générique. Heureusement, c'est en train de changer, notamment avec les incitations de type tiers payant contre générique. Mais bon, c'est vrai qu'on est encore en retard en France par rapport à d'autres pays. Il y a bien sûr le poids de l'industrie et de la visite médicale qui est en permanence sur le terrain pour dire vous avez vu, le docteur, on a un nouveau produit, il est plus ceci, plus cela. Bon, et puis il y a quelquefois la façon dont les firmes se débrouillent pour ne pas mettre sur le marché un médicament qui pourrait être aussi efficace, qui serait beaucoup moins cher. C'est le cas fameux du traitement de la DMLA par l'anti-angiogénique Lucentis développé par Novartis, alors que vous avez le même, pratiquement le même, développé par Roche pour les traitements des cancers, qui est l'Avastin, et qui coûte 20 à 30 fois moins cher. Bon, moi j'ai essayé de faire bouger les lignes, pour l'instant ça n'a pas bougé, on a simplement obtenu un décret, une loi permettant d'avoir des recommandations temporaires d'utilisation pour des motifs économiques. Mais pour l'instant, personne ne l'a demandé pour ce médicament. Enfin, je termine en disant que tout ça, c'est malgré les évaluations médico-économiques que nous avons faites. On a évalué les statines, on a clairement dit que pour un résultat donné, dans pas mal de cas, la pravastatine suffit. On a fait un traitement, une évaluation médico-économique des traitements d'hypertension. On a clairement dit que les sartans étaient les moins efficients. Bon, il reste quand même pratiquement toutes les associations. Alors, pourquoi excusez-moi. Pas mal, merci. Ce que je voudrais, c'est vous expliquer pourquoi nous ne sommes pas suivis, nos prescriptions ne sont pas suivies des faits. C'est pour ça que je veux faire passer. Voilà. Alors, est-ce que les recommandations de la HAS sont suivies? D'abord, il ne faut pas être trop négatif. Il y a certaines de nos recommandations qui sont très suivies. Celle qui est la mieux connue de toutes, c'est celle qui a fait le plus parler d'elle, c'est la recommandation sur la prise en charge des enfants autistes, parce qu'il y a eu une guerre très médiatisée entre les familles d'enfants autistes et les psychanalystes ou pédopsychiatres. Donc là, du coup, tout le monde la connaît. J'allais dire que la recommandation sur le diabète, qui a été retoquée par le Conseil d'État sur plein de formes est également très connue, parce que la deuxième version s'est faite avec beaucoup de difficultés, parce qu'il fallait nous trouver des diabéto-endocrinologues sans conflit d'intérêt. Et donc finalement, c'est une recommandation qui a été assez différente de celle que les diabétologues ont faites. Bon, celles-là, ils sont connus, mais il y en a d'autres qui ne sont pas connus. Donc notre première mission,
c'est pas vraiment de faire la recommandation, mais c'est de faire en sorte qu'elle soit ne serait-ce que lue. Alors pour ça, on a fait beaucoup d'efforts. D'abord, on a réformé un peu le site de la HAS. Je suis persuadé que vous allez régulièrement visiter le site de la HAS. Vous avez vu, le programme majeur, c'est qu'il y a un moteur de recherche. Maintenant, il y a un moteur de recherche, on peut mettre son recherche, ça va quand même plus vite. Avant, c'est vrai que, compte tenu de la multitude de publications qui sont sur le site, c'est un petit peu difficile. Alors, deuxièmement, on a fait des efforts de lisibilité. Les recommandations de la HAS, c'était 150 pages. Bon, il est évident qu'un médecin installé n'a pas le temps. Les étudiants ont le temps. Les étudiants se servent des recommandations de la HAS pour la préparation à l'examen national classant. Et la rubrique qui est le plus lue sur le site de la HAS, c'est celle qui s'appelle l'ENC. C'est donc les étudiants qui vont le plus sur le site de la HAS. Mais bon, c'est vrai que pour la pratique médicale, il faut des documents beaucoup plus courts, beaucoup plus lisibles. Donc on fait des choses qui sont accessibles en 2 clics, et qui sont quand même des résumés qui sont plus facilement assimilables, plus facilement utilisables. Je dirais que ce n'est pas suffisant, parce que quand vous êtes en consultation, ou encore plus quand vous êtes en visite, vous n'avez pas forcément accès facilement aux recommandations dans l'instant. Et donc, ce à quoi nous travaillons, c'est non seulement des documents simples, sous forme de warning, sous forme d'alerte, mais qui puissent être intégrés dans vos logiciels métiers. Et donc, nous travaillons, alors, la TIH, pardon, l'ASIP, qui est en charge du DLP, va être avalée par l'assurance maladie, ça va peut-être donner un nouveau souffle au DLP. Donc, nous travaillons avec l'ASIP pour brancher sur le DLP des données extrêmement simples pour les médecins, qui permettraient, d'une part, de communiquer, bien sûr, mais d'autre part, de vous aider à avoir vos indicateurs, notamment les indicateurs qui vous permettent d'avoir ensuite les bases de l'assurance maladie. Pardon ? Le temps passe. Oui, j'ai fini. Je termine ce point et je voudrais juste dire un petit mot de la sous-médicalisation ensuite. Je termine en disant que pour qu'il y ait une meilleure prise en charge, prise de connaissance, prise d'utilisation de nos recommandations, il y a en fait 3 moyens. Alors, le premier moyen, c'est la publicité. Quand on arrive à médiatiser, y compris dans le grand public, nos productions, ça sert plus que quand elles sont strictement inconnues. Mais sinon, il y a 3 autres moyens qui sont, alors 2 de l'ordre de l'assurance maladie. Nous n'avons pas de mission de contrôle, et encore moins de mission de sanction. On est à la décision, c'est notre rôle. Donc on ne peut pas aller voir presque tous les médecins. L'assurance maladie pourrait le faire. Ça a été introduit dans les années 90 avec l'échec que vous connaissez sur la référence médicale opposable. Ce n'est pas exclu qu'on y revienne, y compris dans le cadre de la loi de santé, selon des modalités certainement un peu différentes, mais sur ce principe de pousser les médecins à ne pas faire un certain nombre de gestes qui sont nuisibles pour les patients et nuisibles pour l'assurance maladie. Alors, ce qu'on fait actuellement surtout, c'est des incitations financières, donc les fameux ROS. J'ai cru comprendre que ce qui marchait le mieux dans le ROS, c'était l'équipement du cabinet pour l'instant, mais bon, on peut espérer que si les critères des ROS sont à l'avenir mieux choisis, ça soit éventuellement une bonne façon de faire passer les messages et ce à quoi nous travaillons beaucoup, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'est la coproduction. Coproduisons avec les gastro-entérologues des recommandations, donc ils sont acteurs de la recommandation et diffusent mieux cette recommandation. Donc évidemment, ce n'est pas suffisant et c'est probablement un mélange de ces 3 actions qui pourraient être efficaces. Alors, je vais juste terminer par un petit mot de la sous-médicalisation. Bon, je ne vais pas parler de la sous-médicalisation liée qui correspond aux différences socio-économiques. Bon, c'est évidemment le point le plus criant dans beaucoup de pays, mais principalement en France, pour de nombreuses raisons. Mais je ne vais pas en parler parce que nous sommes, nous, à la HAS, assez démunis là-dessus. En dehors d'une meilleure information des publics concernés, on est un peu démunis. Alors, en revanche, ce sur quoi on peut agir,
c'est les inégalités géographiques qui sont liées au problème de démographie médicale. Et donc, on a, de par la loi, un rôle à jouer dans les coopérations entre professionnels pour régler des problèmes liés à la démographie médicale, en particulier de carence de médecins dans certaines zones ou de carence de spécialistes un peu partout. Donc je vous rappelle cet article 51 de la loi HPST qui était de permettre à des professionnels de mettre en place, à titre dérogatoire, des délégations d'actes d'un médecin vers un autre professionnel de santé sous la forme d'un protocole de coopération qui provient donc d'une équipe de soins qui est validée par une ARS et qui est ensuite envoyée à la Haute Autorité de Santé. La Haute Autorité de Santé s'assurant de la faisabilité de ce protocole, et je profite de la présence de Claude Rambaud au fond de la salle, violemment opposé à cet article 51, pour dire que notre préoccupation principale, c'est de faire en sorte que ce protocole de coopération, de délégation de tâches entre un médecin et une infirmière ne soit pas une médecine au rabais, ne soit pas une médecine qui fasse courir plus de risques aux patients que si c'était le médecin qui agissait. Donc c'est une procédure qui est assez lourde. Pour vous dire les choses clairement, on a actuellement à l'échelle nationale environ 70 protocoles qui ont été soumis et on en a pour l'instant accepté une vingtaine. Certains ne sont pas encore mis en place alors que ça fait 3 ans qu'on y travaille. Donc c'est assez lourd, ça pose pas mal de problèmes en dehors des réticences des associations de patients et aussi des réticences des infirmiers qui disent nous on a bien faire le boulot, mais il faudrait qu'on ait une formation comme ça, il faudrait qu'on ait une valorisation comme un tract. Et puis ça pose aussi quelquefois des problèmes d'exportation d'un protocole qui a été conçu pour régler un problème local de disponibilité des professionnels de santé et qui n'est pas forcément exportable. Mais bon, voilà, c'est une de nos missions, une de nos actions pour essayer de lutter contre les inégalités, au moins géographiques, vis-à-vis de la prise en charge médicale. Voilà, mesdames, messieurs, ce que je souhaitais vous dire. Vous voyez qu'on intervient vraiment dans beaucoup de niveaux, à beaucoup de niveaux de ces problèmes de surmédicalisation, surtraitement, mais aussi un petit peu de sous-médicalisation. Et notre problème, c'est que nos actions soient entendues et utilisées par les professionnels de santé. Et pour ça, je répète que la meilleure façon, c'est de faire ces publications avec eux. C'est bien. Merci. Merci beaucoup, professeur Rousseau. Malheureusement, le temps passe et nous avons un lourd programme au cours de notre matinée. Donc, il va y avoir là une courte pause café.